Le changement climatique est un sujet majeur de ces 30 dernières années. L'accord international, obtenu lors de la COP21 en décembre 2015 à Paris, prévoit de maintenir le réchauffement nettement en dessous de 2 degrés Celsius. Cela nécessite de faire évoluer nos activités pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs actions se développent dans ce sens. Sobriété et efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, alternatives aux combustibles fossiles et à l'usage individuel de la voiture, promotion des transports en commun et des modes actifs comme la marche ou le vélo. Mais la machine climatique est en marche et toutes ces actions d'atténuation ne parviendront qu'à limiter le réchauffement climatique. Fortes canicules, inondations, gestion de la ressource en eau, les zones urbaines européennes pourront être particulièrement impactées avec des conséquences très variables selon leur situation géographique. Il va donc falloir s'adapter. Un des phénomènes qui touchera nombre de villes ces prochaines années concerne la hausse des températures moyennes et l'augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur. Ce phénomène peut avoir des conséquences en matière de qualité de l'air, de confort, mais aussi de surmortalité chez les populations les plus fragiles. La taille des agglomérations est également un facteur de risque. En effet, dans les villes, les effets directs seront d'autant plus forts qu'ils seront amplifiés par le phénomène d'îlots de chaleur urbain. Alors l'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène climatique qui correspond à un écart de degrés de température entre le milieu urbain dense et sa périphérie proche. Donc c'est un phénomène qui est dynamique et il est plutôt ressenti la nuit puisque la ville a plus de mal à restituer la chaleur que la campagne pendant cette période. Alors, les raisons pour lesquelles on obtient un îlot de chaleur urbain en ville, c'est que la structure propre justement aux bâtiments et à l'aménagement des villes fait que la chaleur est stockée de manière plus importante. Par exemple, le fait qu'il y ait une densité importante de bâtiments représente une surface d'absorption plus importante qu'en milieu rural. De plus, les matériaux ont des propriétés qui font que le stockage est plus important. Par ailleurs, l'atmosphère urbaine est plus chargée en gaz à effet de serre, ce qui représente une barrière qui piège encore plus la chaleur. Et la combinaison de tous ces effets conduit à un écart de quelques degrés, on peut dire de 1 à 4 degrés, en conditions estivales, entre la ville et la campagne. Ce qui intéresse les politiques publiques, c'est la vulnérabilité des personnes. C'est-à-dire en conditions canicule, l'îlot de chaleur urbain est exacerbé dans les villes. En 2003, l'exemple qu'on retient tous, en particulier dans la ville de Paris, on a un îlot de chaleur qui est traditionnellement de 4 degrés. Météo France a fait des observations comme quoi l'îlot de chaleur était quasiment de 8 degrés entre la grande région parisienne et le centre de Paris. Et du coup, on a une surmortalité d'à peu près 15 000 personnes pendant cet été-là. Et d'ailleurs, plutôt dans les statistiques des personnes âgées. Les techniques pour s'adapter à l'îlot de chaleur, c'est le recours à 3 grandes techniques. Donc, l'apport de matériaux réfléchissants en milieu urbain, donc le traitement de façade et de sol avec des matériaux clairs. Deuxième type de traitement, c'est le recours à l'eau en milieu urbain. Donc ça peut être l'eau en surface, bassin, étang, nous végétalisés qui retiennent de l'eau, ou alors des fontaines, des jets, des brumisateurs. Cette technique est assez intéressante parce qu'elle peut s'intégrer dans les espaces récréatifs comme les parcs en conditions estivales. Le troisième point, c'est ce qui nous intéresse souvent, la revégétalisation de l'espace urbain. Donc l'utilisation à la fois de parcs, d'arbres, d'alignements, ou alors la végétalisation de façades, toitures, qui évite de restituer la chaleur stockée, tout en maintenant une température de surface à peu près équivalente à la température d'air. Grands et petits parcs, squares, jardins collectifs, corridors verts, abords des voies de circulation, cours d'immeubles, jardins privatifs, murs et toitures végétalisées, la nature en ville apparaît comme une solution pour diminuer l'îlot de chaleur urbain.
Au ministère de l'écologie comme au ministère du logement, la nature en ville est considérée par rapport à l'ensemble des services qu'elle peut rendre. On sait aujourd'hui qu'elle rend un grand nombre de bienfaits aux citadins. Sa capacité à épurer l'air, elle permet de la même façon d'épurer l'eau. Elle met à disposition des espaces supports d'activités récréatives qui sont essentiels au bien-être des gens. Et enfin, la nature permet d'assurer un confort thermique à l'échelle du quartier ou d'un bâtiment. Nous avons plusieurs exemples dans les démarches d'écoquartier portées par le ministère. Je peux en citer deux. Celle du parc Marianne, labellisé en 2015, qui est un grand parc central dont la vocation est à la fois de contenir le risque d'inondation d'un petit fleuve qui le traverse, mais aussi d'apporter par une grande densité végétale un véritable îlot de fraîcheur sur l'ensemble de l'opération. Nous avons également l'opération de Clichy-Batignolles, à l'intérieur de laquelle François Greter a pensé un grand parc central comme un véritable îlot de fraîcheur, qu'il prolonge d'ailleurs en jouant sur la présence des masses d'eau avec des jets d'eau, des bassins, par un travail de végétalisation fin à l'échelle de l'îlot, complété par certains dispositifs de végétalisation des murs, et un exemple de mur végétal partagé entre une école et une résidence étudiante. Au sein de ces espaces de nature en ville, l'arbre est un des enjeux majeurs. D'une part parce que les arbres plantés aujourd'hui seront pour la plupart encore présents en 2050, mais aussi parce qu'ils ont un impact majeur sur le microclimat. Un arbre, il agit de différentes manières sur le climat. La première, c'est la plus évidente, c'est par l'ombrage. Quand on est sous l'arbre, on est au frais et on n'a pas la chaleur du plein soleil. Il y a d'autres effets qui sont aussi très importants. C'est le fait, par exemple, que l'ombrage va empêcher que les matériaux minéraux du sol, par exemple sur un trottoir, soient bombardés par le soleil et donc accumulent de la chaleur. Donc ça va réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. Un autre effet, c'est l'effet sur l'écoulement de l'air. Les différences de température liées à l'arbre font des modifications de la circulation de l'air, des petits courants d'air, qui participent aussi au rafraîchissement. Mais peut-être l'effet le plus important en quantité, c'est l'effet lié à l'évapotranspiration du végétal qui va véritablement faire un effet de refroidissement de la température de l'air. Alors ce phénomène, physiquement, il crée un abaissement de température parce que l'eau va changer de phase. Elle était en phase liquide dans le sol et dans l'arbre et elle va être évaporée sous forme gazeuse de vapeur d'eau dans l'atmosphère et c'est ce changement de phase qui va faire un effet de rafraîchissement plus que l'humidification. À Lyon, la requalification de la rue Garibaldi laisse davantage de place à la végétation, aux cyclistes et aux piétons, au détriment de la voiture. Le projet est notamment l'occasion d'expérimenter le rôle des arbres dans le confort climatique. Alors une particularité du projet de la rue Garibaldi, c'est qu'il y avait des anciens passages souterrains pour les voitures qui ont été comblés et qui ont été transformés en réservoirs qui permettent de stocker de l'eau et de faciliter son infiltration dans le sol. Et l'idée ici, c'est d'utiliser cette eau stockée pour l'irrigation des plantations. Mais pas pour irriguer les arbres pour qu'ils ne meurent pas en période de sécheresse, parce qu'on a choisi des espèces et on a refait un sol qui est tout à fait adapté pour permettre la survie de ces végétaux. Non, l'idée c'est que en période de canicule, on est généralement en période de sécheresse. Et ce mécanisme d'évapotranspiration ne fonctionne plus puisque l'arbre n'a plus d'eau en disponibilité. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser cette eau stockée pendant les périodes de pluie, au moment des canicules, pour irriguer de manière massive ces noues, pour redonner de l'eau aux arbres et aux plantes, pour relancer ce phénomène d'évapotranspiration. Et on espère ainsi gagner localement 1 ou 2 degrés de température par cet apport d'eau. C'est comme si on branchait un climatiseur. L'atelier parisien d'urbanisme réfléchit particulièrement à la manière dont les arbres d'alignement impactent l'ombrage des rues parisiennes. On va commencer à se poser des questions sur la plus-value climatique des essences existantes. Et donc il y a des essences qu'on retrouve beaucoup à Paris, comme les platanes ou les marronniers. On a aussi les érables, les tilleuls, les sophoras. Et on a été amené finalement à classer un peu ces essences, non pas en fonction de leur vertu paysagère, mais en fonction de leur vertu climatique et notamment de leur capacité à créer des ombres sur l'espace public.
on peut en amont en fait, d'un projet prévoir et calculer les ombres qui vont être portées par les arbres. Alors on a par exemple comme ça fait un exercice de simulation climatique où on s'est amusé à regarder la comparaison entre deux types, l'influence climatique de deux essences d'arbres sur des boulevards parisiens. Et pour ça on a comparé notamment le boulevard Haussmann avec le boulevard Poissonnière. Donc c'est des boulevards parisiens, haussmanniens, qui sont vraiment très typiques de ce qu'on trouve à Paris. L'intérêt, c'est qu'on est sur des espaces qui sont, d'un point de vue morphologique, très comparables, donc c'est les mêmes espaces, on va dire, d'un point de vue urbain. La seule différence, c'est le type de plantation qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette comparaison, on montre que, finalement, la plantation d'arbres permet d'atteindre une espèce d'optimum climatique, en tout cas dans la journée, sur ces espaces plantés parisiens. On a aussi un critère à prendre en compte quand on se pose la question de la plantation des rues, des avenues. Ce critère, il est lié à l'orientation des rues. Si on se dit qu'on a vraiment besoin que le soir, l'espace reste confortable, sur une avenue est-ouest, il faut vraiment se poser la question de la plantation parce que voilà, les journées d'été, vers 17h par exemple, 18h, 19h, quand on a une avenue est-ouest, c'est des avenues qui peuvent vraiment prendre le soleil en pleine face et donc monter à des niveaux de température très élevés. Au-delà des arbres, l'ensemble des strates de la nature en ville va avoir un rôle pour le confort thermique des espaces urbains. Le sol et les toitures des bâtiments vont être mis à contribution. En ville, de nombreuses surfaces sont imperméables. Elles sont imperméables parce que les sols sont de nature minérale. Par contre, on trouve aussi des sols nus et de la végétation. Le fait d'avoir des sols nus et de la végétation nous permet que l'eau de pluie soit infiltrée dans les sols. Et une fois que l'eau est dans les sols, il y a d'une certaine façon l'eau qui est retenue à l'intérieur. Et par le phénomène d'évapotranspiration, ou d'évaporation d'ailleurs, pour les sols nus, l'eau retourne à l'air sous forme vapeur. En toiture aussi, on trouve soit une surface totalement imperméable et donc l'eau va aller à l'exutoire, ou bien nous pouvons aussi trouver des toitures végétalisées qui vont nous permettre d'avoir une certaine rétention d'une partie des eaux pluviales et l'autre partie qui est stockée va pouvoir retourner à l'air sous sa forme vapeur afin de bénéficier au confort thermique. Dans le projet terrasse, nous cherchons justement à pouvoir évaluer cette valeur d'évapotranspiration. Pour la mesurer, nous avons disposé sur des toitures végétalisées de taille réelle un certain nombre de capteurs de température, d'hygrométrie, etc., ainsi que d'autres capteurs à l'extérieur de la toiture afin de mesurer les variables climatiques. Nous avons aussi une chambre d'évapotranspiration. Cette chambre d'évapotranspiration nous permet de mieux appréhender le phénomène d'évapotranspiration à très petite échelle. La modélisation peut permettre de montrer comment certains espaces de nature en ville peuvent jouer un rôle climatique dans les aménagements. Il y a évidemment la modélisation qui intéresse à la fois les chercheurs, à la fois les gens de l'opérationnel, puisque l'intérêt, c'est qu'on peut estimer le climat dans des scénarios d'aménagement fictifs. En mesure, on fait de l'instantané. En modélisation, on peut travailler sur le passé, sur les scénarios futurs de changement climatique par exemple, et également sur le présent dans des zones où il n'est pas possible de mesurer le climat. Il faut savoir que les modèles se déclinent à plusieurs échelles. Il y a des échelles régionales ou des grandes échelles de territoire où on peut simuler la ville et son agglomération, à l'instar de modèle TEP de Météo France. Il y a des modèles à plus petite échelle où là on va plutôt simuler des maquettes en 3 dimensions pour simuler les phénomènes à la fois qui se produisent sur les surfaces et dans l'air atmosphérique de la rue et dans la végétation, donc à l'instar du modèle Solène microclimat développé à l'IRSTV à Nantes, et tous ces intermédiaires. En fonction des échelles spatiales, les phénomènes vont être plus ou moins paramétrisés, plus ou moins dans la précision, et justement les modèles vont être plus ou moins consommateurs de temps de calcul. La nature en ville est bien une des solutions qui permettront de s'adapter concrètement au réchauffement climatique. Afin d'agir au plus vite, il faut donc penser les aménagements dans leur globalité et faire travailler ensemble aménageurs urbains, services de gestion des espaces verts et de planification territoriale autour des problématiques liées au changement climatique.